Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Le marché de l'immobilier est au beau fixe en Isère. C'est le constat que dressent les pros de la filière réunis pendant 3 jours à Grenoble. Les primo-accédants sont de retour grâce à des taux attractifs. Il est l'invité de ce dimanche soir, un entretien grand format que nous vous proposons depuis la rentrée. Le colonel Hervé Hénard nous parlera de ses 15 ans passés à la tête du SDIS 38, les sapeurs-pompiers de l'Isère, qu'il s'apprête à quitter. Et puis comme tous les dimanches soirs, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On vous écoute pour le programme. La page des sports sera truffée ce soir de résultats dans tous les sens avec du ski, du football, du rugby, sans oublier la revue du web, mais aussi, et puis vous allez voir, il y aura de très très belles images à redécouvrir peut-être, de belles images de ce premier triathlon de l'extrême qui s'est déroulé ce week-end à Annecy. Extrême car le vainqueur a fourni plus de 12 heures d'effort avant de voir l'arrivée. Mais d'abord, je vous le disais, c'était aujourd'hui le 3e et dernier jour du Salon de l'immobilier de Grenoble. Cette année, le constat en Isère suit la tendance nationale. Après des années de chute libre, le marché repart grâce au retour des investisseurs et primo-accédants boostés par des taux d'intérêt historiquement bas. Marion Feutry, Dominique Semet. Ce jeune couple est sur le point de devenir propriétaire. Ils pensent avoir trouvé l'appartement de leur rêve, un 3 pièces dans l'agglomération de Grenoble. Oui, on est assez confiants. On a eu un bon contact, on va dire, avec le courtier qui nous a permis d'avoir une simulation assez intéressante. Donc c'est vrai qu'on se pose encore plus la question de si on fait une offre pour le bien qu'on a vu vendredi. Comme Diane et Julien, les primo-accédants font leur retour sur le marché de l'immobilier. Un retour boosté par le dispositif du prêt à taux zéro et par des taux d'emprunt historiquement bas. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine et c'est vrai qu'on n'a jamais vu des taux aussi bas et chaque mois ça baisse de plus en plus. À chaque fois on dit qu'on arrive au plus bas et on arrive toujours le mois d'après à avoir encore des fois plus bas. On arrive à trouver des taux où on est sur 20 ans à 1,20 quoi. Et ça c'est déjà assez magique pour les clients. Résultat, dans l'ancien, les ventes immobilières ont progressé de 15% cette année en Isère. Pour les professionnels du secteur, c'est le moment d'acheter, d'autant que les prix risquent de s'envoler. Normalement, sur un marché, quel que soit le marché, un marché immobilier ou un autre marché, à partir du moment où il y a un volume important, c'est-à-dire une pression de la demande sur l'offre, normalement, les prix devraient augmenter. Mais pour l'instant, on ne le constate pas. Des conditions tout aussi favorables au retour des investisseurs, en particulier dans le neuf, où les programmes immobiliers se multiplient. Une bonne nouvelle pour le secteur après des années de morosité. Dans l'actualité également, ce fait divers relaté sur notre site internet. 2 mineurs en fugue ont été interpellés à Annecy alors qu'ils venaient de commettre un vol. Ils s'étaient échappés d'un foyer de l'Hérault. Les ennuis s'accumulent pour le cirque Arlette Gruss de passage à Aix-les-Bains. La ville envisage de ne plus accueillir les cirques avec animaux. Et ce matin, des militants de la cause animale sont encore venus distribuer des tracts sur l'esplanade du lac. En réponse, le cirque a ouvert sa ménagerie pour montrer les conditions de vie des animaux. Aurore Trespeux, Frédéric Pasquette. Pancarte à la main, les amis des bêtes d'Aix-les-Bains accueillaient les visiteurs ce matin au cirque Arlette Gruss. Nous essayons de sensibiliser et informer les gens sur la réalité de la vie des animaux dans les cirques. Transbahutés dans des camions, tenus dans des cages, même s'il y a des cours de détente et certains cirques respectent la réglementation qui est claire. Pour autant, si vous voulez, je pense que ce sont des spectacles qui sont obsolètes. Obsolètes pour les militants, mais attirants pour le public. Tous les dimanches, le cirque ouvre les portes de sa ménagerie aux curieux, toujours très nombreux. Petits et grands assistent alors au domptage des animaux et peuvent poser leurs questions aux dresseurs. Selon Ingo, les otaries sont tout aussi stressées dans la nature que dans les cirques, où elles seraient plus stimulées et donc en meilleure santé. La vie d'un otarie dans un cirque, ça dure environ 30 ans et c'est environ le double d'un otarie dans la nature. Il y avait vraiment une relation qu'on ressentait vraiment intense entre l'animal et son soigneur, quoi. Que j'ai pas pu ressentir par exemple dans d'autres cirques. Après un tour à la ménagerie, les visiteurs peuvent assister aux répétitions des animaux. Et le public peut voir justement comment est-ce qu'on éduque un animal. On parle même plus de dressage chez nous. Et puis ils s'aperçoivent bien qu'au bout des coulisses, dans le fond du problème, il n'y a aucune maltraitance, il y a vraiment que de l'amour, qu'un échange et surtout beaucoup de patience. Demain, le cirque prendra la route d'Annecy. Priorité aux animaux, ce sont eux qui arriveront les premiers en ville.
La cause animale, toujours ce dimanche, les SPA organisés partout en France des journées portes ouvertes. Une journée doublement importante en Isère au refuge d'Uriage, car l'on a battu des records d'abandon cet été. Situation d'autant plus compliquée que la métropole grenobloise vient de supprimer une subvention à cette association. Jordan Guéant, Cédric Picot. L'heure est au dog dating pour la famille Bianchi. Skyler, leur chienne toute blanche, se sent bien seule. Alors Malou, un beau berger noir de la SPA, pourrait bien venir lui tenir compagnie. Oui, on voudrait un deuxième chien parce que notre chienne, elle est toute seule, elle s'ennuie et puis voilà, et les enfants, ça fait plaisir aux enfants. Pour moi, un chien, je pense qu'il ne faut pas l'acheter en fait. Il faut venir le chercher, le sortir de la misère, quoi, parce qu'il vaut mieux qu'il vive dans une maison avec une famille que dans un box en fait. Faire connaissance, puis se laisser le temps de la réflexion. Terminer les adoptions impulsives. La SPA fixe désormais des règles, des délais. La famille Bianchi va donc patienter. Il est très joueur et tout ça. Ouais. Il n'est pas castré, je sais pas. Vous vous posiez la question parce qu'il a essayé de la monter 40 fois, donc il n'est pas castré. Des fois, ils sont pas castrés. Mais il est très joueur. Dans la possibilité d'emmener le chien ou de le réserver. Et il y a un essai de 15 jours qui se fait. Et au bout de ces 15 jours d'essai, c'est l'adoption pour le chien ou pour le chat. L'idée, s'assurer que les animaux ne seront pas à nouveau abandonnés. Ici, on accueille déjà une trentaine de chiens, une quarantaine de chats. Et cet été, les abandons ont encore explosé, plus 25%, d'où l'importance de ces portes ouvertes. En gros, au mois d'août, on a fait 33 abandons. Donc 33 abandons, on a eu beaucoup de chats de fourrière aussi, mais beaucoup de chats de personnes qui partent en vacances. Et donc voilà, on se retrouve des fois un petit peu en sureffectif l'été. On augmente notre effectif pour justement pouvoir accueillir les chats et éviter qu'ils se retrouvent dans la rue. Ce week-end, les adoptions ont été nombreuses. La famille Bianchi, elle, a finalement choisi Pilou, un petit croisé labrador. Mais Malou a lui aussi trouvé un nouveau foyer. Comme chaque dimanche, il est temps de retrouver notre entretien grand format avec une personnalité de la région. Ce soir, c'est le colonel Hervé Hénard qui répond aux questions de Yann Gonon. Après avoir dirigé pendant 15 ans les sapeurs-pompiers de l'Isère, il quitte ses fonctions pour se consacrer à la formation des futurs officiers. Écoutez. Bonsoir colonel Hénard. Bonsoir. Vous étiez jusqu'à il y a 2 jours encore le grand patron des pompiers dans le département de l'Isère. Vous quittez Grenoble après un peu plus de 15 ans à la tête du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage dans la région ? Beaucoup de choses, mais surtout que le département de l'Isère est un département où on peut faire avancer encore une fois les choses. C'est un département qui bouge et ça aura vraiment marqué. Un département difficile ? C'est pas un département facile, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de monde, une population qui est conséquente et forcément le SDIS doit avoir une conduite très particulière en regard de ses difficultés. En décembre 2013, les pompiers isérois ont manifesté contre l'augmentation de leur temps de travail. Il y a eu des incidents, un jeune pompier à l'époque avait perdu un œil. Est-ce que ce sera votre souvenir le plus difficile dans le département de l'Isère ? Ça fera partie des souvenirs difficiles, justement parce que vous l'évoquiez, il y a encore des gens qui en souffrent, notamment ce pompier qui a été blessé. Mais j'en ai d'autres qui m'ont peut-être plus marqué, comme des sapeurs-pompiers qui sont décédés en allant faire leur service. Il y a des choses qui sont marquantes. Ce conflit social en fait partie. Il y avait quand même des mots durs à l'époque qui avaient été prononcés. On avait même demandé votre démission. Oui, il y a eu beaucoup de violence, mais bon, ça fait partie de la vie d'un cadre supérieur qui dirige un service que de devoir supporter ce genre de choses. Il y a eu de la contestation de la part d'une partie des agents. C'est terminé aujourd'hui, tout est redevenu calme ? C'est quelque chose dont on ne parle plus. Alors on demande à chacun de nos invités chaque semaine de nous apporter une photo. On va découvrir celle que vous nous avez amenée. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente une petite caserne du département de l'Isère, Valbonnet. C'est un endroit où on a reconstruit une caserne. Et elle est très symbolique de la démarche qui a été la nôtre, c'est-à-dire de moderniser un service parce qu'il y en avait besoin, sans pour autant oublier le secours de proximité, c'est-à-dire faire en sorte que les sapeurs-pompiers continuent à être à peu près partout dans le département pour garantir justement une proximité de secours. Alors de partout et en même temps, il y a des casernes qui ferment. Il y en a une qui a fermé notamment à Froges. Est-ce que c'est pas dangereux de fermer ces petites casernes de proximité ? On a besoin des pompiers au plus près ? C'est pas dangereux à partir du moment où on fait les choses avec intelligence. On n'en a pas fermé une comme Froges, on en a fermé 85 des casernes. France.
Non, dans le département de l'Isère, pendant mon ministère. Ça montre bien qu'on peut faire beaucoup de choses. Si on est amené, plutôt que de fermeture, moi je parle volontiers de regroupement de casernes. Si on est amené à regrouper les casernes, c'est parce que les casernes isolées ne peuvent pas toujours répondre aux sollicitations. Il faut combien de temps aujourd'hui quand on appelle les pompiers pour que l'intervention puisse se déclencher? Ça dépend, justement. Et par moment, il n'y a même pas de réponse. Parce qu'une caserne, c'est bien. C'est bien d'avoir un bâtiment avec sapeurs-pompiers marqué dessus. Ce qui est mieux, c'est qu'il y ait des véhicules avec des pompiers pour l'armée. Et en l'occurrence, l'objet du regroupement des centres, c'est de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'être plus forts parce que, justement, ils mutualisent. Ils se mutualisent au travers d'une garde et c'est comme ça qu'on arrive à mieux répondre aux opérations. Les départements ont de moins en moins d'argent, le SDIS a de moins en moins d'argent. Est-ce que c'est viable très longtemps? Est-ce que c'est pas dangereux à force? Les pompiers, finalement, c'est un service public. Est-ce qu'il est toujours de qualité, ce service? Pour l'instant, les collectivités qui financent effectivement le SDIS nous ont maintenus au niveau où nous étions. Mais c'est vrai, la rigueur budgétaire doit aussi toucher le SDIS de l'Isère et il faut être innovant. Hein. Nous devons revoir nos méthodes de fonctionnement, notre organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours de la rationalisation. Il y a peut-être à mutualiser un certain nombre de services avec d'autres collectivités. On y travaille avec le conseil départemental. Il y a par moment à avoir un véhicule à la place d'un. Il y a des tas de solutions pour faire peut-être mieux utiliser le personnel, parce que le personnel, c'est bien entendu une grosse partie de nos dépenses. Faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation de la ressource par rapport à la sollicitation. C'est-à-dire avoir dans nos casernes des hommes quand il y en a besoin et en avoir moins quand il y en a moins besoin. Colonel, vous quittez la région, donc on le disait, après un peu plus de 15 ans à la tête du SDIS. Vous allez prendre la direction de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Pour vous, c'est l'heure de la transmission maintenant ? J'arrive à un âge où je suis dans la transmission du message, je me trouve dans le partage, j'avais envie de ça, ça va être autre chose, un nouveau métier, j'en ai effectivement. Vous allez dire quoi aux jeunes officiers qui vont intégrer cette école ? Je vais leur dire que le métier est exaltant, qu'il ne faut pas avoir de regrets par rapport à la période qui a été très intéressante pour nous de construire les services d'incendie et de secours modernisés que nous avons aujourd'hui. Eux vont devoir les faire fonctionner avec moins d'essence dans le moteur et ça va être tout aussi exaltant. Merci beaucoup en tout cas, colonel Hénard. Merci d'être venu ce soir dans le Journal des Alpes. Comme promis, on passe au sport avec vous, Frédéric, et on va d'abord revenir sur une compétition de glisse urbaine qui a mis Annecy en transe hier. Oui, vraiment en transe. 20 000 personnes en transe sur 2 jours, 20 000 personnes, toutes générations confondues, qui se sont régalées véritablement au pied du Big Air à Annecy, le Big Air du High Five Festival. Une compétition remportée par Henry Carlotte, un spécialiste de la discipline. Vous le voyez à l'image, le Suédois a décroché la timbale avec un tricks dont il a le secret. Alors je vous le donne, brut de décoffrage, un nosebutter double cork 1260 nails. Autrement dit, 2 fois la tête en bas et 3 tours et demi, et tout ça avec du style. On espère revoir tout ce petit monde l'année prochaine. C'était vraiment terrible. Tout autant ambiance du côté du FCG rugby, ça ne s'arrange pas pour les Grenoblois. Non, pas vraiment. Les semaines se suivent, les matchs s'enchaînent, mais le résultat reste toujours le même, à savoir une défaite. Et hier soir, c'est face à Toulouse que le 15 grenoblois a encore encaissé une nouvelle défaite, la 6e en 7 matchs. Résumé du match, Jordan Guéant. 3 petits points et puis s'en vont. Cette pénalité de Gilles Bosch à la 18e est le seul fait d'armes des Grenoblois. Hier soir à Toulouse, le FCG a poursuivi sa série noire. Une 6e défaite de la saison sur un score sans appel, 31-3 donc. Une fessée de plus pour les hommes de Bernard Jackman. On n'est jamais content quand on prend 31 points, mais si tu prends en compte qu'on a encore eu le blessé pendant la semaine. Avec 4 essais, la marée noire toulousaine n'a laissé aucune chance aux Grenoblois. Les Isérois, trop fébriles en attaque, ont aussi perdu 2 joueurs dans la bataille. Mignot et Van der Glas sont sortis sur blessure et viendront compléter une infirmerie déjà bien remplie. Pour autant, tout n'est pas à jeter. En deuxième mi-temps, le FCG a su résister, n'encaissant plus aucun point à partir de la 51e. Une abnégation louable, mais bien trop tardive. On n'a jamais eu l'opportunité de vraiment bosser la défense pendant les premières 6 semaines parce que on a eu jamais 30 jours disponibles. Prochain rendez-vous samedi, Grenoble reçoit Bayonne. Un match entre les 2 derniers du classement.
Une rencontre cruciale donc dans la course au maintien. Les Isérois affichent déjà 6 points de retard sur le Stade Français, premier non relégable. Et après le rugby, on jette un coup d'œil aux résultats grenoblois, mais cette fois-ci côté foot. Les footballeurs isérois, à l'occasion de la 7e journée de CFA hier, se sont imposés sur le score de 2-1 face à Reims. Grenoble est deuxième de sa poule. On poursuit avec du cyclisme, c'était le Tour de Vendée et un coureur de chez nous s'est illustré. Effectivement, du cyclisme avec le Tour de Vendée, vous l'avez dit. Le Tour de Vendée qui se déroulait aujourd'hui et une très belle performance. La 2e place de Samuel Dumoulin. Le coureur AG2R la célèbre comme une première place car ce résultat lui permet de décrocher la 3e Coupe de France de sa carrière. On l'écoute plein d'émotions après cette performance. Ouais, j'ai levé les bras derrière Nasser parce que ça se fait pas trop, mais c'était pour célébrer ma Coupe de France. J'avais vraiment très envie de la gagner, mais j'étais hyper stressé. Ça vient vraiment parachever une saison assez inédite et étonnante et exceptionnelle pour moi. Frédéric, il y avait aussi beaucoup de courageux ce week-end du côté d'Annecy pour une compétition XXL. On l'appelle l'Apsman, pas facile à prononcer, très difficile à pratiquer. Un triathlon version extrême qui s'est déroulé effectivement hier entre Annecy et Saint-Joriot dans des conditions dantesques. Tout a débuté, vous allez le voir, par un départ donné en plein lac alors qu'il faisait encore nuit. Une mise à l'eau pour 3 km 800 de natation avec l'aube pour témoin. Pas le temps de regarder le lever du soleil car c'est l'heure de faire du vélo. Au programme 183 km et pas que du plat. Enfin, un marathon au goût de trail, soit 42 km 195, 2 courses à pied et une arrivée au sommet du Semnoz. Chez les garçons, la star du jour, c'est lui, Cédric Jacot. Il remporte le premier Halspan en 12 h 21 minutes et 4 secondes. Je ne le prononcerai plus jamais. Place à la revue du web, le sport sur la toile. Qu'avez-vous trouvé cette semaine? On a trouvé 4 vidéos comme ça en cherchant à droite à gauche effectivement sur internet. Des vidéos remplies de disciplines comme on les aime ici dans les Alpes, souvent un petit peu extrêmes. Ça commence cette semaine avec de la balançoire avec émotion augmentée. Tout petit, on a tous fait de la balançoire et déjà on avait de sacrées sensations, limite la frousse. Et bien voici la version pour adultes. Et là ça balance grand format. C'est vraiment autre chose. Un énorme frisson. Avec une arche comme portique, on reste suspendu pendant un bon moment, mais apparemment c'est très cool. C'est pas parce qu'on est champion du monde de parapente acrobatique qu'on doit toujours se prendre au sérieux. La preuve avec François Ragolski et sa web-série qui réunit fun et savoir-faire. Et dans cet épisode par exemple, il mélange paintball et parapente. Ça tire à vue entre 2 voltiges et on en prend plein les yeux. Road trip, slack trip et running trip. C'est un peu tout ça à la fois ce petit bout de vidéo bien fichu. Posté par Estelle et Antoine, ça ressemblerait presque à un film de vacances, sauf que nos 2 Hauts-Savoyards font dans le tourisme à thème. Et vous l'avez compris, le sport est au cœur de leur itinéraire entre Italie, Slovénie et Croatie. Le premier teaser est apparu il y a 1 an et depuis tout le petit monde de la glisse n'attend plus que ça. Ça, c'est 4Phase. On y retrouve la crème de la discipline dans ce qu'elle sait faire de mieux. Nous faire rêver, Bordeaux-pied. Grand paysage, gros tricks, méchante ligne, monstre prod. À découvrir en version complète le plus vite possible. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Le Chausse-Montagne à Grenoble, c'est ainsi que l'on appelle Henri Canin, le cordonnier des grimpeurs pour qui la retraite vient de sonner. Dans son atelier de l'avenue Rochambeau, la relève est heureusement assurée. Pendant 3 ans, ce cordonnier inventeur a pris le soin de former une nouvelle équipe. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. 40 ans. Henri Canin a passé 40 ans de sa vie dans cet atelier.
Son atelier, racheté au vieux cordonnier du quartier en 1976, les machines sont d'époque. Natif de Beaurepaire, fils de fontainier, tout petit, sa mère lui apprenait à recoudre lui-même ses culottes. C'était pas parti pour ça, puisque c'était troisième, quatrième général. Et puis j'étais tellement bon que le dossier, il n'y avait plus que de la place en chaussures. Voilà. Henri Canin, il est aujourd'hui le premier. Formé au bureau d'études trappeur, un must à l'époque, il se lance, Henri répare, mais fabrique aussi. J'ai pas cherché études de marché, comme on m'a dit, mais tu as fait une étude. Non, non, j'avais une envie, ça ne pouvait pas ne pas marcher. Voilà. Du sac à dos au sac à main, du chausson à l'escarpin, Henri Canin va devenir le chausse-montagne, le cordonnier de l'impossible, le préféré des alpinistes. Enfin, c'est du sur-mesure, mais... En 89, après des jours et des nuits, le crayon sur l'oreille, le sandwich à la main, Henri révolutionne l'escalade. Je ne revendique pas l'invention du chausson, je revendique le chausson arqué. Le cintrage, parce que précédemment, le chausson était plat. Le pont romain, le bec d'oiseau à la Canin, copié depuis par tous les fabricants. Mais les connaisseurs ne s'y trompent pas. Parmi ses fidèles clients, l'un des plus grands alpinistes du moment, 2 fois piolet d'or, Lionel Daudet, a perdu ses orteils gelés sur la face nord du Cervin. Depuis, c'est Henri qui lui fabrique ses chaussons, sur mesure, bien sûr. Quand même bien utilisés, qu'ils ont servi, qui étaient assemblés et ressemblés. Et là, on arrive maintenant à des modèles qui sont quand même vraiment très aboutis. Et puis attention, on va personnaliser. Hein. Voilà, alors là, ça c'est la petite touch de Canin qui personnalise les chaussons maintenant. Mais bon, en même temps, il n'y a que moi qui peux les mettre ceux-là, donc c'est pas trop... Et pourtant, Henri n'a jamais grimpé que dans son atelier pour tester. Il a su par contre écouter ses clients, inventer à partir de leurs besoins. Ce savoir, il l'a transmis à Marianne, sa fille, Hélène, sa belle-fille, Christophe, son ancien apprenti. Une formation à sa façon. Il m'a dit, tiens, il faut enlever 3 cm, les outils sont là, débrouille-toi. Ah, c'était le test, quoi. Le baptême du feu. Je suis à grosses gouttes et tu t'en es sorti. Je m'en suis sortie, voilà, donc la pédagogie Canin, c'était ça, c'était bah voilà, il faut faire ça, bah, débrouille-toi. Si ça ne marchait pas, on remboursait la perte de DAS à 1 500 €. Depuis 3 ans, Henri n'en finit pas de passer la main à cette nouvelle équipe hyper motivée, bourrée d'idées. Le chausse-montagne n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. Fin de ce journal, merci pour votre attention. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous sur l'antenne de France 3 Alpes, les matinales, demain, 9h45, avec au sommaire la découverte du grand séchoir à noix de Vinay et le défi famille à énergie positive. Passez une bonne soirée et à très bientôt.